À ce jour, tous les traitements disponibles pour les syndromes myélodysplasiques de faible risque sont 1. Les transfusions, 2. Les agents stimulant l'érythropoïèse et 3. Le Revlimid. Ces transfusions sont tout d'abord les transfusions en culots globulaires, donc les transfusions de globules rouges, lorsque les patients ont une anémie trop importante. Les principaux effets indésirables qu'on peut observer sont dus aux transfusions itératives qui peuvent entraîner une surcharge en fer qui peut nécessiter d'ajouter d'autres médicaments pour pouvoir éliminer cet excès de fer. Et ces médicaments, c'est ce qu'on appelle les chélateurs du fer. À partir du moment où je donnais mon sang, je ne voyais pas pourquoi on m'en rendrait pas un peu. Par contre, je sais qu'en ce moment, ils en manquent. Alors si vous voulez en donner... Oui, il y a les transfusions tous les 3 semaines, mais bon, il faut avoir les transfusions, on y va. Puis après, c'est une habitude. C'est comme tout le reste. Hein, en premier, ça coûte, et puis il y a les reculons, hein, et puis après, ben, en fait, non, vous y allez. Dans le but d'éviter ces transfusions et donc bien entendu dans le but d'éviter à terme cette surcharge en fer qui va de nouveau amener un nouveau médicament. Le PO est proposé à tous nos patients. Si le traitement est bien managé, il n'y a quasiment pas d'effets secondaires associés à ce traitement. Il y a certains patients qui sont éduqués par les infirmières à domicile et qui à terme se font leurs injections eux-mêmes. Ah oui, ça me requinquait bien. Hein. Ah oui, les premières années, ah oui. Ah ben, ça change la vie ici, parce que vraiment, quand on n'en peut plus, on voit dans les jours qui suivent l'injection qu'on redémarre. On a mis le starter. J'ai changé de PO parce que j'étais arrivée à une injection par semaine et que le taux d'hémoglobine était suffisamment bas pour se poser des questions et pour changer de traitement. Le Revlimid est également un traitement des syndromes myélodysplasiques de bas risque. C'est un traitement qu'on propose chez les patients qui sont réfractaires ou en rechute après un traitement par érythropoïétine. Et on le propose dans un sous-groupe de syndrome myélodysplasique qui est un sous-groupe bien particulier qu'on appelle le syndrome 5U-. Les effets secondaires du Revlimid sont plus importants que pour les agents stimulants l'érythropoïèse. Il se peut qu'au début du traitement, il y ait une fatigue qui se mette en place, qu'il y ait une diminution des chiffres de la prise de sang. Ce traitement peut, au tout début, un peu décourager. Si le patient persévère, il y aura à terme une amélioration. Dans les thérapeutiques innovantes, il y en a une qui est très avancée dans le développement et qui montre d'excellents résultats. Donc son nom, ça s'appelle le luspatercept. Ce qu'on sait, c'est que l'essai clinique va probablement être fini courant 2017. Donc ça veut dire qu'il y aura eu suffisamment de patients traités pour pouvoir avoir des données en termes de tolérance et en termes d'efficacité. Si l'efficacité est confirmée comme nous l'attendons, probablement le laboratoire peut mettre à disposition ce qu'on appelle une autorisation temporaire d'utilisation. Il y a l'espoir du nouveau traitement, qui, ma foi, ça fait quand même 6 semaines que je n'ai pas eu de sang, alors qu'avant j'en avais tous les 15 jours. Je me sens mieux dans le sens que j'ai un espoir. J'ai un espoir que le fait que mon taux d'hémoglobine se maintient. Le traitement des syndromes myélodysplasiques de haut risque, en dehors d'un traitement, les patients sont exposés à des risques évolutifs relativement graves. Donc c'est des patients à qui, pour la plupart du temps, on propose toujours un traitement. Ce traitement, il repose le plus souvent sur des agents hypométhylants type Vidaza ou décitabine dans une moindre mesure, qui sont des traitements qui ont plusieurs objectifs. Le premier, ça va être de corriger l'anémie, la thrombopénie et la neutropénie des patients, qui est un effet qui est obtenu dans la plupart des cas. Dans un deuxième temps, il arrive parfois qu'on ait une réduction de la maladie, qu'on voit sur les myélogrammes, avec une diminution du pourcentage de blastes et donc de l'agressivité de la maladie. Et il arrive de manière plus exceptionnelle, mais non rare, qu'on obtienne ce qu'on appelle une rémission complète, c'est-à-dire une disparition de tous les signes visibles de la maladie. Pour autant
même chez les patients chez qui on obtient une rémission complète, c'est-à-dire la disparition de tous ces signes de la maladie, il est important de poursuivre le traitement pour éviter que la maladie ne revienne. Le traitement par Vidaza est un traitement qui se fait par injection sous-cutanée, qui sont réalisés en général 7 jours par mois, soit 7 jours consécutifs, soit avec une pause pendant les week-ends pour des modalités, des raisons pratiques. C'est des traitements qui sont assez lents à agir. C'est-à-dire que c'est des traitements pour en voir les effets bénéfiques, c'est-à-dire une amélioration du chiffre de l'hémoglobine, une amélioration du chiffre de plaquettes et éventuellement de celui des globules blancs, qu'il faut maintenir un certain temps. Il est d'usage de dire qu'il faut au moins 6 cycles de traitement, entre 4 et 6 cycles de traitement pour voir un début d'efficacité. C'est important à savoir pour les patients parce que c'est des traitements qui, s'ils sont bien tolérés, quand même, peuvent aggraver au moins au début du traitement les besoins transfusionnels. C'est-à-dire qu'au début, les patients risquent d'être un peu plus transfusés qu'ils ne l'étaient et les effets bénéfiques sont un petit peu décalés dans le temps. Donc au départ, les patients ont l'impression qu'il y a une aggravation finalement de leur pathologie. Il n'en est rien, c'est juste une aggravation transitoire des besoins transfusionnels ou une diminution des globules blancs. Il y a quand même une chose importante avec le Vidaza. On fait notre pli cutané. Alors on pique pas non plus droit comme ça, on pique un peu sur le côté. Et voilà, on injecte très 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 lentement le produit et on est très attentif aux réactions de notre patient. S'il nous dit là ça fait mal, et ben on s'arrête un petit peu, on le laisse respirer tranquillement, on reprend dès que la douleur est passée, on réinjecte tout doucement. Et après on masse. 5 bonnes minutes. Hein. Ouais. Ça leur fait une petite boule en fait sous la peau. Voilà. Et quand on enlève l'aiguille, forcément il y a tout le produit. Et l'idée c'est que le produit il ne stocke pas à un seul endroit. Quand on y va, on a 2 injections en fait. Et c'est assez désagréable après, parce que moi j'avais de très fortes éruptions cutanées au niveau des piqûres, les bras. Les bras c'était devenu très dur. Mais bon, ça allait. Au bout d'une semaine, ça disparaissait. Donc on se met des crèmes, on se met pas mal de choses dessus pour calmer un petit peu les douleurs qu'il y a dessus, quoi. Ça chauffe, quoi. Et là, bonne nouvelle. Là, il me fait voir son tableau à l'ordinateur. Ah, j'ai dit oui, je suis plus dans le rouge, je suis dans le vert. Ah, j'ai dit c'est bon signe, alors on peut continuer. J'ai plus que le Vidaza et ma foi, ça va bien. J'ai retrouvé ma vie d'avant, je dirais. L'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques est le seul traitement, le seul, qui guérit réellement les patients. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a malheureusement pas dit grand-chose. Pourquoi ? Parce que, même si c'est vrai, l'allogreffe ne s'adresse pas à tous les malades. Il faut avoir une maladie suffisamment grave pour que les bénéfices de l'allogreffe surpassent les risques de cette greffe qui ne sont pas nuls. Pour faire une greffe, il faut avoir un donneur, que ce donneur vienne de la famille ou qu'il soit non apparenté. Non seulement il faut une maladie et un donneur, mais il faut aussi avoir un organisme autour de la myélodysplasie qui soit capable de supporter la greffe. Tout ça pour dire que c'est compliqué, c'est pas basé simplement sur une impression, c'est basé sur des études cliniques, moléculaires et thérapeutiques très sérieuses qui ont permis de serrer les indications, qui fait que avec une maladie qui se ressemble d'un patient à un autre, on peut poser ou contre-indiquer ou ne pas poser tout de suite une indication de greffe. Les progrès vont venir vraisemblablement de 2 choses. D'une part, de la meilleure connaissance et la meilleure approche en termes de traitement de la complication majeure de la greffe qui s'appelle la GVH, la maladie du greffon contre l'autre. On connaît mieux, on a accès maintenant à beaucoup plus de médicaments, donc on pourra mieux la prévenir et certainement mieux la traiter dans les années qui viennent. La deuxième chose, c'est tout ce qui est en train de se faire autour des médicaments périgreffe, c'est-à-dire que de manière à prévenir les risques de rechute après la greffe qui sont toujours possibles, il y a un certain nombre de traitements qui vont être mis en route dans les mois et années qui viennent pour essayer de prévenir ces rechutes. Ouais, enfin, à la base, tu voulais pas faire la greffe. Au départ, je ne voulais pas la faire.
Par rapport au risque qu'il y avait. Disons qu'on a voté, en gros. Ça pourrait être un vote. Non, mais on a donné notre opinion, chacun, avec les enfants. Et en fait, on était à 2 pour, 2 contre. Pour nous, c'était sa seule chance de s'en sortir, quoi.